exactement à 100 mètres de l'endroit où j'habitais, qui était tout près d'ici, il y a eu une des batailles les plus violentes, physiques les plus violentes, au carrefour de la rue de Rennes, de la rue de Vaugirard, de la rue du Regard, de la rue Saint-Placide. Et à l'époque, les charges de CRS, c'était pas du tout comme aujourd'hui. C'est-à-dire que c'était vraiment quasiment militaire. Et il faut bien dire que les étudiants leur balançaient des cocktails Molotov à la figure. Et que les cocktails Molotov, c'était fait plutôt pour tuer que pour aimer. Ça a été, je crois, une des 2 ou 3 charges les plus violentes qu'il y a eu pendant cette période. Et c'est un miracle qu'il n'y ait pas eu de mort. Ich bin ein Berliner. It is complete independence that we want. I have a dream. L'année 1968 est une explosion mondiale. Partout, la contestation étudiante fleurit. Elle naît sur les campus des grandes universités américaines et se répand ensuite comme une traînée de poudre. Au nom des libertés individuelles dans les démocraties et de celles des peuples dans les dictatures, elle enflamme la jeunesse mondiale. Une grande revendication sera cependant quasi commune à tous les pays. Mettre fin à la guerre du Vietnam. Le fait générateur de tous ces mouvements mondiaux, c'est la contestation qui naît sur les campus de Californie à Berkeley dans l'ouest des États-Unis et à Columbia ou à Yale dans l'est. La jeunesse américaine, déjà ébranlée par la mort tragique de John Fitzgerald Kennedy, alors qu'elle en attendait beaucoup, se détache progressivement du pouvoir politique à partir de 1965, avec l'explosion du nombre de jeunes Américains envoyés au Vietnam. La généralisation des bombardements massifs par les B-52, avec leur cortège d'atrocités, achève le processus de rupture. Une gigantesque manifestation contre la guerre est organisée à Washington où 250 000 personnes se rassemblent pacifiquement pour protester contre l'envoi de jeunes Américains au Vietnam. Martin Luther King, le grand leader noir, participe à cette journée. Le 31 janvier 1968, les forces communistes nord-vietnamiennes lancent une grande offensive contre toutes les grandes villes du sud du pays. La surprise est totale. Un commando suicide de 19 jeunes Viet Cong attaque l'ambassade américaine. Cette opération filmée en direct par les caméras de l'ambassade donne l'impression d'une attaque en règle et fait sensation aux États-Unis. Partout, une vague de sympathie soulève la jeunesse et le sentiment anti-impérialiste et anti-américain se renforce. La population des États-Unis est maintenant convaincue qu'il faut cesser le conflit le plus tôt possible. Le moral n'y est plus. Le GI au Vietnam veut rentrer chez lui. Vous avez à la fois aux États-Unis ce mouvement de refus de la guerre et vous avez, je ne vais pas dire une tradition, le mot est trop fort, mais un mouvement de révolte qui ne date pas de ces années, qui vient de la Beat Generation, effectivement. Vous avez un chanteur très important qui d'ailleurs va être connu aussi en France, qui s'appelle Bob Dylan, et qui chante « Il y a quelque chose qui est en train de se passer, tu ne sais pas quoi, etc. » Parce que cette jeunesse est porteuse d'un monde nouveau. La Beat Generation, avec son slogan « Make Love, Not War », va essaimer sur toute la planète et être le déclencheur de la plupart des mouvements contestataires. En Chine, pas de contestation officielle, mais le pays est en pleine révolution culturelle de 1966 à 1970. Depuis 1967, les jeunes gardes rouges, armés et conditionnés idéologiquement, et les milices étudiantes sillonnent les rues à la recherche de toute personne accusée de révisionnisme et hostile à la politique du président Mao Tse-tung. La révolution culturelle lançait les masses contre le parti. Et il y avait cette idée qui peut paraître aujourd'hui complètement absurde, et qui l'était d'une certaine façon, c'est que le maoïsme était la réponse enfin trouvée en appelant les masses à se révolter contre le stalinisme. En septembre 1967, un décret du comité central chinois interdit même légalement toute forme d'opposition à l'action des gardes rouges.
On ne peut pas parler de contestation étudiante, mais c'est néanmoins la jeunesse qui tient les rênes du pouvoir en contrôlant la rue. Au Japon, la mobilisation est aussi un moyen de protester contre l'occupation américaine du pays. La lutte est particulièrement violente. La Fédération japonaise des associations étudiantes, la Zengakuren, est dirigée depuis la fin des années 50 par des étudiants activistes d'extrême gauche. À partir de 1966, l'intensification de l'activité des bases américaines du Japon servant de relais à la guerre du Vietnam déclenche la colère des étudiants japonais. Le 13 novembre 1967, de violents affrontements opposent forces de l'ordre et jeunes étudiants qui tentent d'empêcher le Premier ministre japonais de se rendre en visite officielle aux États-Unis. Spectaculaires, les interventions des étudiants de la Zengakuren sont très organisées. Bottés, masqués, gantés, casqués, regroupés en unités de 200 personnes armées de sabres en bambou, les interventions sont extrêmement violentes, utilisant même des cocktails Molotov. En Italie, la contestation commence dès 1966. Le mouvement se poursuit pendant 3 ans jusqu'en 1969. Cette période est appelée le mai rampant italien. L'Italie a une structure municipale. Elle n'a pas un État jacobin comme en France. Il n'y a pas d'État qui centralise les manifestations. Occupation d'usines, grèves dans les universités, manifestations diverses déclenchent des propositions de réforme du système universitaire. Elles sont fermement repoussées par la coordination étudiante. La situation dégénère peu à peu. Les heurts entre police et étudiants sont très durs. Le 1er mars 68, les affrontements de la vallée Giulia, l'université d'architecture de Rome, font plusieurs centaines de blessés. Pise, Milan, Turin, toutes les grandes villes du pays sont touchées. Les troubles continuent jusqu'à fin 1969. Le mouvement s'essouffle alors et le calme revient. En Allemagne aussi, la jeunesse réagit. Sous l'impulsion de Marcuse et des philosophes de l'école de Francfort, le mouvement étudiant critique violemment le modèle éducatif allemand et reprend aussi à son compte les thèmes de la lutte contre la guerre du Vietnam. La Ligue socialiste des étudiants allemands dispose d'un leader charismatique. Rudi Dutschke, surnommé Rudi le Rouge, est imprégné de culture contestataire et révolutionnaire. Ses maîtres à penser sont Marcuse, Rosa Luxembourg et Ernesto Che Guevara. Des manifestations de masse sont organisées pour protester contre la guerre du Vietnam. Lors d'un rassemblement à Berlin, le 18 février 1968, des dizaines de milliers de manifestants défilent en brandissant des drapeaux rouges et vietnamiens. Il faut savoir que manifester à Berlin, par exemple, cette fameuse manifestation de Berlin avec des drapeaux rouges, c'est quand même quelque chose d'énorme, y compris pour la population qui a connu non pas simplement la guerre, mais qui rejette massivement le communisme. Il faut quand même partir de ça. Donc cette jeunesse révoltée, sur une partie de la population, elle est extrêmement mal vue. La classe ouvrière ne suit pas et le mouvement s'essouffle. En Tchécoslovaquie aussi, la jeunesse lutte pour le renouveau des libertés, pour le retour à une économie non planifiée, pour une abolition de la censure et pour l'amnistie des crimes considérés comme politiques par le régime communiste. En janvier 68, porté par une immense ferveur populaire, un nouveau gouvernement est nommé. Alexander Dubček forme un gouvernement porteur de tous les espoirs des jeunes. Le printemps de Prague est né. Dubček engage son pays sur la voie de la démocratie et du progrès économique. De nombreuses réformes économiques sont lancées. La censure est abolie, les libertés individuelles restaurées. Mais seules quelques-unes de ces réformes voient effectivement le jour, avant que le 20 août 1968, les forces armées du pacte de Varsovie n'envahissent la Tchécoslovaquie. Au Mexique, les problèmes commencent en juillet 1968 par de banales bagarres entre étudiants. L'intervention brutale de la police va envenimer le dialogue entre étudiants et forces de l'ordre. Plusieurs grandes manifestations de masse sont organisées et le 23 août 1968, 200 000 personnes assistent à un meeting sur la grande place de Mexico, près du palais présidentiel.
Les autorités accréditeront la thèse d'un complot communiste visant à renverser le pouvoir en place. À peine 10 jours plus tard, le 12 octobre 68, les JO commencent sans qu'aucune protestation n'ait été émise par la communauté internationale. Pratiquement partout dans le monde, la jeunesse fait entendre sa voix. Mais un seul pays va être au bord de la rupture au cours de l'année 1968, la France. Finalement, mai 68, dans les milieux universitaires, ça se trouve aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne, plus tard en Italie et même pendant dans l'Espagne franquiste. Mais la France et l'Italie ont une particularité, c'est la jonction d'un mouvement étudiant et du mouvement ouvrier. La fin des années 60 marque l'apogée de ce qui a été appelé les 30 Glorieuses par l'économiste Jean Fourastier. Ces 30 années de reconstruction, de boom économique, de progression démographique et de retour à la liberté qui ont suivi la Seconde Guerre mondiale depuis 1945 ne prendront fin qu'avec le premier choc pétrolier de 1973. Dans une France qui a un taux de chômage inférieur à 2% de la population active et un taux de croissance du produit intérieur brut de près de 5%, on peut estimer qu'économiquement tout va bien. En à peine 10 ans, depuis le traité de Rome en 1957, le niveau de vie moyen des Français a plus que doublé. De plus, la France est enfin libérée des guerres coloniales et les 2 guerres mondiales ne sont plus que des souvenirs. La jeunesse française de 68 n'a plus peur de devoir partir à la guerre. Elle oublie ainsi les combats de ses aînés, gaullistes, résistants et communistes, qui se partagent le pouvoir d'après-guerre et ne rêvent que de liberté, d'un monde différent, plus égalitaire, affranchi des contraintes. Si la jeunesse est active, le reste de la population française fait le choix de profiter de la prospérité et de l'abondance des biens de consommation de plus en plus nombreux et divers. Elle reste sourde, comme ses dirigeants, aux grands changements de société et aux revendications de la jeunesse. Tout était extrêmement autoritaire dans les modes de vie, les modes d'application, etc., dans les hiérarchies. Mais que ça soit dans le travail, à l'université, c'était pareil, même peut-être dans la famille aussi. Donc là, il y a eu une crise des hiérarchies. Et la France s'ennuyait parce que finalement, on avait un peu oublié le passé résistant de De Gaulle, notre génération. Il ne restait plus qu'un régime technocratique un peu affaibli. Il n'y avait pas de possibilité de faire quelque chose, de prendre des initiatives. C'était une France plombée. À l'époque, dans le Monde, qui était beaucoup plus lu qu'aujourd'hui, puisque à l'époque, la télévision n'a pas encore envahi le mode de vie, les gens ne passent pas 3h50 en moyenne par jour devant la télévision, et les gens lisent énormément. Un grand éditorialiste de l'époque, un grand journaliste politique, Pierre Viançon-Pontet, écrit un article qui s'appelle « La France s'ennuie ». Mais c'est une remarque fine et astucieuse qui paraît avec le recul avoir été prémonitoire. Mais ça n'aurait pas suffi, disons. Ça n'aurait pas suffi s'il n'y avait pas eu toute une série d'éléments inflammables dans l'atmosphère. Il ajoute que le but de la politique n'est pas d'administrer le moins mal possible le bien commun, mais de conduire un peuple, de susciter des élans, et l'impératif vaut autant pour le pouvoir que pour l'opposition. On ne construit rien sans enthousiasme. Et la France n'est pas enthousiaste. Il n'y a plus de grande épopée. On a réglé le problème de la guerre d'Algérie, on a reconstruit le pays, on est entré dans une société de consommation. Quels sont les idéaux qui peuvent mobiliser la jeunesse ? « 1968 est l'année où toutes les revendications explosent. Les jeunes se passionnent pour les combats des peuples pour la liberté, aussi bien en Afrique qu'en Asie ou en Amérique latine. Fidel Castro, Mao Tse-tung, Ernesto Che Guevara et Ho Chi Minh sont autant de modèles révolutionnaires combattant l'impérialisme occidental et l'hégémonie des 2 grandes puissances. C'était très politique. Et on avait des posters de Che Guevara partout et on pensait au monde. On parlait de Chine tout le temps à cette époque. Le livre de Mao était partout. J'en ai acheté un et tous les livres que j'ai achetés, c'était sur la Chine à cette époque. Je voulais savoir ce qui se passe dans le monde et les Français étaient vraiment éblouis par la Chine en ce moment. En 68, les jeunes de moins de 25 ans représentent près d'un tiers des Français. Les étudiants se bousculent à l'entrée des universités.
Début 1960, avec la génération du baby-boom, le nombre d'étudiants a plus que doublé. Ils sont 215 000. En 68, ils sont 586 000. Les structures d'accueil sont inadaptées, l'enseignement vieillot et les mentalités ainsi que le système du mandarinat sont perçus comme dépassés. La situation dans les universités françaises va mettre le feu aux poudres. L'aveuglement des dirigeants politiques et l'incapacité des caciques universitaires à évoluer va faire se rencontrer la masse étudiante plutôt calme et les groupes minoritaires d'extrême gauche, très militants et actifs. Il y a ces petites avant-gardes, mais elles sont très minoritaires. Et à côté de ça, n'oublions pas qu'il y a un autre phénomène, c'est un mouvement de la révolte de la jeunesse qui prend une autre forme, qui n'est pas politisé, qui passe dans les mœurs, qui passe par la musique, qui passe par une façon de vivre autrement. Le chaudron de mai est désormais prêt à entrer en ébullition. C'est quoi la revendication de 68? Ça commence par une histoire de dortoirs séparés pour les garçons et les filles à l'université de Nanterre. Et la revendication, c'est d'avoir des dortoirs mixtes. Mixité, liberté de circulation, liberté de réunion politique, liberté sexuelle sont les principales demandes du mouvement étudiant qui se crée. Il y a cette fameuse formule de Godard que je trouve absolument très juste, c'est les enfants de Marx et de Coca-Cola. Ce sont à la fois des enfants nés dans une nouvelle époque historique qui sont effectivement les enfants de la société de consommation et qui d'une certaine façon, dans cette société de consommation, veulent vivre intensément. Et en même temps, les héritiers de tout un passé avec son imagination révolutionnaire. Le 22 mars 68, suite à l'attaque de la Banque American Express par des militants du comité Vietnam National, plusieurs étudiants de Nanterre sont arrêtés. Pour exiger leur libération, 142 étudiants occupent la salle du conseil de l'université et rédigent le manifeste des 142, créant ainsi ce qui est appelé par la suite le mouvement du 22 mars. Un homme va surgir, un meneur. Daniel Cohn-Bendit, à l'époque, était plutôt de la mouvance anarchiste autogestionnaire. Ça ne veut pas dire qu'il se désintéressait de ce qui se passait dans la classe ouvrière, mais les étudiants, le rôle de la révolte étudiante, pour lui, c'était important aussi. Et ça, je pense que le mouvement du 22 mars, ça fait partie, si vous voulez, de ce que j'appellerais des étoiles filantes. Il y a le mouvement du 22 mars et il y a les situationnistes, qui reflètent, et notamment, on a beaucoup parlé de Guy Debord, mais on a oublié un livre très important à l'époque, qui s'appelle « Le traité de savoir-vivre à l'usage des jeunes générations », qui, à mon avis, condense on ne peut mieux la révolte existentielle de la jeunesse de l'époque et qui essaie de faire correspondre cette révolte existentielle avec le mouvement ouvrier, alors qu'à mon avis, on a affaire à quelque chose de différent. Voici la faculté de Nanterre où tout a commencé. Nanterre où la contestation est devenue un ferment de révolte virulent qui s'est propagé dans toute l'université. Nanterre, qui après l'émeute du quartier latin s'est changé en forum où des comités discutent interminablement de structures nouvelles. La faculté de Nanterre est alors occupée par des centaines d'étudiants, rejoints par les groupes militants d'extrême gauche. Devant l'explosion imminente, le 2 mai, le doyen Pierre Grappin décide de fermer l'université. On doit à la bêtise des autorités d'avoir transféré la contestation de Nanterre à Paris. Parce que si on les avait laissés à Nanterre, ils auraient fait leurs histoires entre eux. Mais on a voulu faire passer 8 étudiants en conseil de discipline. Et à l'université, à la Sorbonne donc. En colère, les étudiants de Nanterre rallient la Sorbonne, où des meetings sont organisés de façon ininterrompue. Le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, décide alors de fermer la Sorbonne. La police intervient à la Sorbonne, amène les étudiants dans des cars qui vont traverser le quartier latin. Alors là, à la vue de ça, de la police dans la Sorbonne, c'est comme un sacrilège. On a du mal à le penser aujourd'hui. Il est maintenant trop tard. La machine est lancée, elle ne s'arrêtera plus. L'émeute éclate immédiatement après les arrestations et les premières heures ont lieu. Les premiers pavés volent et s'écrasent sur les cars de police au cri de « Libérez nos camarades ». Le déclenchement de mai 68, c'est une révolte contre la répression policière vis-à-vis de ces étudiants. Des étudiants qui n'étaient absolument pas politisés. La grande masse des étudiants en mai 68 n'est pas politisée. Elle va descendre dans la rue avec un slogan contre la répression, « Libérez nos camarades ».
C'est ça. Alors à partir de là, ça va se déclencher. Mais ce n'est pas sur des mots d'ordre politiques au départ. Je pense que c'est une réinterprétation de l'histoire qui voit tout à travers les groupuscules. La foule des émeutiers grossit de minute en minute. Les incidents se multiplient. Les comités d'étudiants s'organisent et la lutte se met en place. Devant l'incompréhension des autorités de l'État et leur incapacité à désarmer le mouvement étudiant par le dialogue, la situation dégénère. Seul le préfet de police de Paris, Maurice Grimaud, réussit à éviter le pire en interdisant à ses troupes de tirer. On ne peut pas comprendre mai 68 sans revoir le rapport très particulier qu'ont eu les élites au pouvoir avec la jeunesse étudiante en révolte. Ce sont des élites qui sont formées dans une certaine idée de la France et qui ont été formées avec, je vais dire intellectuellement, par des disciplines, on dirait aujourd'hui, qui étaient l'histoire, la philosophie, la littérature. C'est très important à comprendre. Parce que, au moins pour les élites les plus éclairées, la révolte des étudiants est vue comme la révolte de leurs propres enfants et de leurs héritiers. Le 4 mai à Paris, à l'appel de l'UNEF et de la SNESUP, 2 syndicats étudiants, un mot d'ordre de grève générale est lancé. Le même jour, la faculté de Strasbourg appelle à former des conseils étudiants. Le 6 mai, les manifestations se regroupent et défilent en masse place d'Enfer-Rochereau. Le même jour, de violents affrontements opposent étudiants et forces de l'ordre lors d'une manifestation au Quartier Latin. Le bilan est lourd, plus de 600 blessés et 400 interpellations. Le mouvement fait peu à peu tache d'huile et touche les universités de province. Le 9 mai, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, interdit la réouverture des facultés jusqu'au retour total au calme. Le 10 mai, près de 10 000 personnes se dirigent en cortège vers la prison de la Santé réclamant la libération immédiate des étudiants incarcérés. Devant les forces de police rassemblées, les manifestants refluent vers le Quartier Latin. Vers 22 h, le quartier est alors encerclé par la police et une 60aine de barricades sont érigées un peu partout pour barrer les rues au CRS et à la police. La première nuit des barricades, ça a été quand même assez, pas très violent, un peu débonnaire aussi, puisque rue Gay-Lussac, il y avait 10 barricades, l'une derrière l'autre, c'est-à-dire que c'était des barricades qui servaient à rien. C'était des barricades symboliques. On ressort les barricades. La particularité de la France, c'est la conjugaison, dans un laps de temps très limité, d'une révolte de la jeunesse qu'on trouve dans les autres pays avec une grève générale. Et d'une certaine façon, la France a toujours été un pays, je veux dire, politique. La Révolution fait partie de son histoire. Et à ce moment-là, on met la Révolution en scène. À 2 h 15 du matin, ordre est donné à la police de démanteler les barricades et de disperser les manifestants. L'assaut est donné à coups de bombes lacrymogènes. Barricades et voitures sont incendiées. La rue d'Ulm ressemble à un champ de bataille. Vers 5 h 30, Cohn-Bendit lance à la radio un appel à la dispersion. Au lever du soleil, les Parisiens découvrent stupéfaits un quartier dévasté par une quasi-guerre civile. Le bilan de la nuit des barricades est lourd, 1 millier de blessés et encore près de 400 interpellations. Le 11 mai, à l'appel des syndicats de salariés, un préavis de grève générale est lancé pour le 13 mai. Le syndicat des jeunes agriculteurs se déclare solidaire du mouvement étudiant. Écoutez la voix de la raison. Nous sommes prêts à entendre toutes vos revendications légitimes. Ne les ruinez pas par des excès. C'est le moment que choisit le Premier ministre Georges Pompidou pour tenter de jouer l'apaisement, en promettant l'amnistie pour tous les étudiants arrêtés et en dénonçant les provocations de quelques agitateurs. La police a fait l'unanimité contre elle. Et c'est ça qui a joué. Parce que l'unanimité contre elle dans la population. Donc, le PC, ça n'est quand même aperçu, ils ont décidé de faire une manifestation avec les étudiants, le 13 mai. Un grand défilé est organisé à Paris, regroupant environ 200 000 personnes et pratiquement toutes les formations étudiantes et syndicales. De nombreuses autres manifestations sont organisées dans une trentaine de villes de province et attirent plus d'1 million de personnes. L'agitation gagne bientôt le secteur des transports. La SNCF, la RATP, les transports aériens sont touchés. Il devient très difficile de voyager dans le pays autrement qu'en voiture. Il n'y aurait pas eu cette grève générale, et notamment cette grève des transports,
Ça n'aurait pas du tout été pareil, mai 68. Il n'y avait plus d'approvisionnement possible, il n'y avait plus de circulation possible, donc tout le monde restait dans sa maison, surtout dans son usine, ou sortait dans sa rue, mais on restait sur place. Le soir, juste après sa réouverture, les étudiants occupent de nouveau la Sorbonne. Elle devient le quartier général de la résistance. Le 14 mai, 2000 ouvriers occupent l'usine Sud Aviation en Loire-Atlantique et retiennent en otage le directeur de l'usine. C'est la première usine occupée de France. Une centaine d'autres suivront dans les jours à venir, dont beaucoup dans le secteur de la métallurgie. Le 15 mai, 2500 étudiants occupent le théâtre de l'Odéon. Le vieil Odéon, devenu théâtre de la contestation, n'a jamais connu pareille affluence. Avec la Sorbonne, l'Odéon devient alors l'un des hauts lieux du mouvement de contestation et un happening permanent totalement débridé. Ne truquez pas les questions! Le 19 mai, De Gaulle prononce un discours où il fustige la volonté d'une minorité de semer le trouble dans le pays sans aucune raison valable ni revendication bien établie. Il conclut par cette formule restée célèbre « La réforme oui, la chienlit non ». Sa prestation tombe cependant à plat et sa formule se retourne contre lui. Les étudiants scandent dans la rue « La chienlit, c'est lui ». Le jour même, pendant le festival de Cannes, sous la pression des jeunes réalisateurs, le rideau noir de la grande salle du Palais des Festivals tombe définitivement. Ça n'était jamais que la démonstration supplémentaire que toute une frange de la nouvelle génération, c'était la nouvelle vague, refusait d'entrer dans le discours répressif du pouvoir de l'époque. Et prenait fait et cause, avec une solidarité parfois aveugle même, pour le mouvement étudiant. Le mot mouvement est le mot clé de cette affaire. Il fallait être dans le mouvement. On ne pouvait pas, quand on était un cinéaste, la dimension de la carrière qui démarrait, d'ailleurs à peine, d'un Truffaut, d'un Godard ou de quelques autres, on ne pouvait pas ne pas participer à sa manière, à cette affaire. Alors ils étaient là à Cannes, ils se disaient, il se passe des choses incroyables à Paris, et nous, on est là, sur la plage, et puis on vend notre petit film, et on espère avoir la Palme d'Or. Ça ne pouvait pas durer, c'était impossible. Il fallait qu'ils s'impliquent. Le festival s'achève et le cinéma rejoint la contestation étudiante et ouvrière. À partir du 20 mai, la grève se généralise dans tout le pays. La France est bientôt complètement touchée. Dès les premiers jours, plus de 6 millions de grévistes répondent favorablement au mot d'ordre de cesser le travail. Le 21 mai, c'est au tour des fonctionnaires de se mettre en grève. Le 22 mai, une grande manifestation est organisée à Paris pour protester contre l'interdiction de séjour en France lancée par le ministre de l'Intérieur contre Daniel Cohn-Bendit, parti en voyage à l'étranger pour une tournée révolutionnaire. À Paris, cependant, la motion de censure déposée par l'opposition pour faire tomber le gouvernement Pompidou est rejetée par la Chambre des députés. Les centrales syndicales se décident alors à négocier. Malgré cela, quelques jours plus tard, le 24 mai, le nombre de grévistes est estimé à plus de 10 millions. La France est totalement paralysée. Plus rien ne fonctionne. Les transports, la SNCF, la RATP, la Poste, les administrations, le ramassage des ordures ménagères ne sont plus assurés. Dans le même temps, un autre mouvement se crée pour lutter contre la chienlit, ce sont les CDR, les comités de défense de la République d'inspiration gaulliste. Le 25 mai à Paris, à l'instigation de Georges Pompidou et de son secrétaire d'État à l'emploi, Jacques Chirac, c'est le début des négociations. Les organisations étudiantes, considérées comme trop turbulentes, ne sont pas représentées. Le marathon social dure plus de 36 heures. À l'époque, il y a une grande question pendante. Vous savez que le gouvernement de Gaulle a réformé la sécurité sociale avec l'introduction d'une franchise. Alors l'une des revendications de la CGT, c'est de revenir au système antérieur, qui était évidemment plus avantageux pour les salariés. La deuxième revendication, mais il y en a presque un catalogue, c'est normal, c'est comme ça que ça se passe, c'est la revendication d'un relèvement du SMIC. Parce que les gouvernements, et en particulier De Gaulle, a laissé pourrir le SMIC.
SMIC qui devait être la garantie minimale, mais il l'a laissé pourrir pour que les salaires s'enfoncent. D'ailleurs, par rapport à l'évolution courante des salaires, les statistiques en main, le SMIC va accuser un fort décalage qui sera d'ailleurs en partie comblé par les décisions de Grenelle. L'autre revendication importante de la CGT, c'est des droits syndicaux à l'entreprise. De nombreux points sont acceptés et sont des victoires syndicales, mais l'accord reste cependant incomplet. Le 27 mai, les accords de Grenelle sont rejetés par les grévistes de Renault, considérés comme la base dure du mouvement ouvrier. Malgré l'exigence de plus de réformes, l'accord cadre finira quand même par être adopté dans les entreprises. La marque spécifique de mai 68, c'est notamment la reconnaissance de la section syndicale d'entreprise, ce qui est un élément très important du point de vue de la démocratie et de la prise en compte finalement des organisations syndicales. Mais je dirais aussi, à partir de mai 68, il faut tenir compte de la parole, des aspirations des individus, des ouvriers et de la société en général. Il faut être beaucoup plus attentif à ça, et les politiques vont y être beaucoup plus attentifs. À l'appel des formations politiques de gauche et des syndicats, un grand meeting est organisé au stade Charletti par Michel Rocard. Le PSU, l'UNEF et la CFDT y sont largement représentés. Tout ça soutient Mendès. On va chercher Mendès et Mendès comprend très bien qu'il ne peut pas faire grand-chose avec ça. Il dit c'est une révolte. Je vois bien la dimension culturelle de la révolte, de tous ces étudiants qui essaient de chercher une troisième voie, mais politiquement ça va où? La crise perd son côté étudiant pour devenir politique. Ceux qui veulent changer le pouvoir, ils le voient par le jeu des élections. Alors ils ont peut-être tort, mais enfin leur vision, c'est celle des élections. Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des étudiants. Cependant, la division des forces de gauche ne leur permet pas de prendre la direction du mouvement. Le PCF, encore trop ancré dans le stalinisme, n'est pas capable de comprendre les aspirations de la jeunesse. Ils ne trouvaient pas ça sérieux, ils trouvaient ça aventuriste, selon une vieille expérience des luttes sociales qui se termine toujours par une réaction plus violente que les avancées sociales. Et donc, à un moment donné, c'est vraiment en ayant pesé le pour et le contre que les forces sociales proches du Parti communiste, à commencer par la CGT, se disent « le pouvoir est tellement affaibli qu'on ne peut pas laisser passer l'occasion de faire aboutir nos propres revendications ». Mais tout ça dans un climat de méfiance extrême par rapport à ce mouvement un peu anard, un peu libertaire, individualiste, hédoniste et compagnie. Donc il n'y a jamais eu de ralliement, il n'y a jamais eu de synthèse sur le fond. Quant aux socialistes, ils sont divisés et incapables d'avoir une stratégie unique pour profiter de l'occasion. Mai 68 est une véritable occasion ratée pour la gauche. Le 29 mai, à la surprise générale, De Gaulle annule le Conseil des ministres et disparaît. Il s'est trouvé brusquement devant un mouvement qui avait des dimensions mondiales, qui avait des dimensions culturelles qui sortaient complètement du type de ce qu'avait pu lire le général de Gaulle. Les contestataires de l'époque, que ce soit les situationnistes, que ce soit les premiers écologistes, que ce soit les influences venues des États-Unis ou de l'Amérique centrale, c'était totalement en dehors de l'univers du général de Gaulle. C'était pas un spécialiste des relations avec les étudiants, on s'en faut, parce qu'il demeurait beaucoup plus militaire qu'on ne l'imagine dans son comportement avec les gens. Et quand il a vu en plus la crise prendre une dimension sociale importante, on a retrouvé son vieil antagonisme avec le Parti communiste et la CGT. C'est la panique dans le camp gaulliste. La CGT réclame la formation d'un gouvernement provisoire populaire pour prendre en main le sort de la France devant la carence du pouvoir en place. Pierre Mendès France est pressenti pour le diriger. De Gaulle, fortement ébranlé par les événements, est en fait allé prendre conseil à Baden-Baden, auprès du général Massu, commandant les forces françaises en Allemagne. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a beaucoup lu les stratèges militaires. Il sait que le chef, le vrai chef, c'est celui qui réussit à organiser son éloignement et sa distance. Et que pour être un vrai chef, il faut parfois savoir s'éloigner. Donc il repense à cette chose-là et il décide de faire un coup d'éclat, ce qui est bien gaullien, c'est bien la manière gaulienne. Il décide de disparaître. De Gaulle sait très bien que le mouvement étudiant n'est pas ramenable du tout au communisme, mais il va jouer
sur l'idée de finalement va rejouer, j'allais dire, le discours du danger totalitaire et de l'anarchie. Le 30 mai, De Gaulle revient alors en France et prononce un discours où l'on retrouve la maîtrise de l'homme du 18 juin 1940. En quelques mots secs et précis, il redresse la barre et rassure une grande partie de l'opinion publique inquiète devant les débordements des dernières semaines. Il y a eu un réflexe de peur, il y a eu des manœuvres politiques. De Gaulle essaye de se rallier à l'extrême droite qu'il avait au contraire écartée avant. La preuve, c'est qu'il amnistie les gens de l'OAS. En plus, il y a eu incontestablement une remobilisation du parti gaulliste quand De Gaulle est revenu. Une gigantesque manifestation de soutien au général, organisée par les CDR, remonte les Champs-Élysées. Près de 800 000 personnes et tous les barons du gaullisme sont présents. Le 31 mai, Georges Pompidou forme un gouvernement de transition et conseille à De Gaulle de dissoudre l'Assemblée. Mai 68 en France est un mois qui se termine en fait dans les premiers jours de juin avec la fin officielle de la grève. À partir du 4 juin 1968, le travail reprend partout peu à peu. L'essence qui était rationnée est revenue et permet aux Parisiens de partir enfin en week-end et en vacances pour certains. Le calme revient progressivement dans tout le pays. La France a pris peur, elle s'est figée et a finalement fait bloc contre le désordre derrière la figure rassurante d'un chef historique, le général de Gaulle. Daniel Cohn-Bendit est né le 4 avril 1945 à Montauban. Fils de parents juifs allemands ayant fui le nazisme en 1933, il est apatride jusqu'en 1959 où il opte pour la nationalité allemande. Il retourne en Allemagne pour y faire ses études secondaires. Rentré en France, il est brièvement membre de la Fédération anarchiste et devient en 1967 étudiant en sociologie à l'Université de Nanterre. Ayant quitté l'UNEF, qu'il juge trop timoré, Cohn-Bendit rassemble et fédère autour de sa personne une foule d'étudiants de tous horizons, libertaires comme lui, maoïstes, trotskistes et responsables de la jeunesse chrétienne. Il devient rapidement le leader et le symbole de la contestation de mai 68. Parti faire un voyage à l'étranger pour une tournée révolutionnaire, le trublion gênant pour les autorités est frappé d'interdiction de séjour en France le 22 mai 68. Elle ne sera levée qu'en 1978. Il devient adjoint au maire de Francfort, puis se rapproche des Verts allemands. En 1994, il est élu sous cette étiquette député au Parlement européen. Il reste encore aujourd'hui l'icône contestataire de mai 68 et se définit lui-même comme un citoyen européen. Né le 5 juillet 1911 à Montboudif dans le Cantal, Georges Pompidou est issu d'un milieu extrêmement modeste. Reçu en 1931 à l'École normale supérieure, il obtient son agrégation de lettres 3 ans plus tard et commence une carrière de professeur à Marseille, puis à Paris au lycée Henri IV. Incorporé en 1940 dans l'infanterie alpine, il est démobilisé fin 1940 après la bataille de France. Après la guerre, grâce à des amis gaullistes, il obtient un poste de chargé de mission pour l'enseignement dans le cabinet du général de Gaulle, chef du gouvernement provisoire de la République. Il reste un proche conseiller du général, même après son départ. En 1958, il sort de l'ombre comme directeur de cabinet du général, puis il est nommé en 1959 au Conseil constitutionnel. Il est nommé Premier ministre le 14 avril 1962, après la ratification par référendum des accords d'Évian. Il succède à Michel Debré, tout en étant un quasi-inconnu du grand public. Son mandat dure jusqu'à la démission de De Gaulle en 1969, ce qui représente le record de longévité à ce poste. En 1968, il négocie avec l'aide de Jacques Chirac les accords de Grenelle qui mettent fin aux troubles sociaux. Contre l'avis de sa majorité et même celui du général, il préconise ensuite la dissolution de l'Assemblée nationale pour contrer une attaque de la gauche. Il obtient gain de cause et les élections qui suivent sont en fait un véritable triomphe pour la majorité gaulliste. Irrité d'avoir eu tort et par le comportement de Pompidou en mai, De Gaulle le contraint à démissionner et le remplace par Maurice Couve de Murville.
Mise en réserve de la République, Pompidou apparaît comme une solution naturelle lors de la démission du général de Gaulle fin 1969. Il est finalement élu le 19e président de la République lors des élections présidentielles anticipées. Il meurt d'une septicémie foudroyante à Paris le 2 avril 1974 pendant sa présidence. Mai 68 est une occasion inespérée pour les grandes organisations syndicales. Mais à l'instar des partis politiques, les syndicats ne vont pas réussir à profiter des circonstances favorables pour imposer des réformes en profondeur du droit du travail. La principale centrale syndicale, la CGT, la Confédération Générale du Travail, va participer activement aux négociations des accords de Grenelle avec les représentants du patronat et du gouvernement. À cette occasion, les principaux leaders de la CGT, Henri Krasuki et Georges Ségui, sont accompagnés par une figure emblématique du mouvement syndical français, Benoît Frachon. Personnage célèbre, Benoît Frachon est le dernier représentant encore en vie des délégations syndicales ayant participé aux accords historiques de Matignon, négociés par le Front populaire en 1936. Le 27 mai 1968, les accords de Grenelle sont cependant rejetés par la base des travailleurs, qui considèrent que l'avancée n'est pas significative et que les avantages négociés sont insuffisants. La crise devient totalement politique et échappe alors rapidement aux syndicats. Mai 68 en France, c'est aussi l'explosion en matière de slogans et d'affiches revendicatrices. Alors à Nanterre, le groupe des enragés, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient 3 ou 4. D'ailleurs, ils n'étaient pas plus nombreux que les enragés, dont ils tirent leur nom, de la Révolution française, qui étaient 4 aussi. Mais à eux 4, ils ont fait beaucoup de choses. Et notamment, ils ont inauguré la pratique des graffitis. Ça, c'est très important. Et une pratique des graffitis poétiques. Les beaux-arts, les écoles de dessin et d'architecture rivalisent d'inventivité et travaillent sans relâche à la production de nouvelles créations. On trouve plusieurs types de slogans. Les slogans à tendance politique, les slogans revendicatifs de liberté ou fustigeant la répression. Les slogans concernant les réformes de l'enseignement. Les slogans simplement créatifs, reflétant les états d'âme des étudiants. Mai 68 a des conséquences importantes dans l'économie, les entreprises étant fragilisées par presque un mois de grève. Néanmoins, la croissance de la consommation et le dynamisme économique du pays facilitent la reprise de l'activité économique. Le salaire minimum est revalorisé de presque 35%. Le SMIC passe à 600 francs par mois. Les autres salaires vont augmenter d'environ 10%. Le principe de l'aménagement et de la réduction du temps de travail est accepté et devra être négocié ultérieurement au cas par cas dans les entreprises. Une 4e semaine de congé payé est aussi accordée aux salariés. Certaines discriminations de sexe et d'âge sont supprimées. Enfin, l'âge de la retraite est abaissé. Juste avant 68, les patrons et l'État, parce que les fonctionnaires ça existait aussi, nous disaient sur tous les tons qu'on ne pouvait pas augmenter les salaires, que si on augmentait les salaires, on allait entrer dans une crise économique et que ça serait l'échec pour le pays et l'économie française. Avec 10 millions de grévistes, ils ont trouvé la solution. Bon, ensuite, les prix vont réaugmenter et on retombe dans le cycle infernal. Si les plus bas salaires sont favorisés, les ouvriers un peu mieux payés sont cependant mécontents, car les 10% de revalorisation sont rapidement érodés par l'inflation et ne remboursent pas la perte des jours de grève. La loi du 27 décembre 1968 consacre la victoire syndicale dans les entreprises. Les centrales sont les plus grandes gagnantes à court terme de mai 68. Elles voient les demandes d'adhésion exploser pendant les grèves. Le 8 octobre 68, la loi Faure enclenche la réforme des universités. Refonte des règlements intérieurs des universités, révision des programmes et mise en place de nouvelles méthodes pédagogiques sont quelques-unes des mesures prises pour faire évoluer l'enseignement. Selon le mot en vogue, c'est la fin de l'université à la papa.
Les élections législatives du 30 juin 1968 sont un triomphe pour le parti gaulliste. L'UDR, l'Union pour la défense de la République, obtient à lui seul la majorité à l'Assemblée. Les partis de droite obtiennent 358 sièges sur 485. Les Français éliront aux élections de juin 68 l'Assemblée la plus à droite qu'on ait vue en France depuis 1918. Donc une sorte de chambre bleu horizon, comme on avait dit à l'époque. Réaction classique de l'électorat français quand le désordre atteint un certain niveau. Bon, donc on peut dire aussi, paradoxalement, que les 68ards de bonne foi, qui pensaient militer contre la société de consommation, auront précipité sa victoire en faisant tomber tous les systèmes hiérarchiques, étatiques ou autres qui formaient une sorte de rempart archaïque contre la généralisation de la société de consommation. Les partis de gauche sortent laminés par ce scrutin et le Parti communiste français entame sa longue descente aux enfers. Il ne retrouvera plus jamais la place qu'il avait réussi à conquérir depuis 20 ans. La grande peur du désordre et de la guerre civile a finalement effacé le ras-le-bol des 10 années de gaullisme, depuis l'avènement de la Ve République en 1958. Néanmoins, la peur oubliée, les Français sauront vite se souvenir, lors du projet de réforme du Sénat et du nouveau statut des régions du 27 avril 69, que 10 années de gaullisme, c'est assez. Au début, ça voulait être quelque chose de très ambitieux pour introduire et élargir ce qu'on appelle la participation des salariés dans l'entreprise. Essayer d'inventer une sorte de troisième voie entre le capitalisme et le socialisme, c'était une vieille idée du général de Gaulle. Et puis à l'arrivée, le référendum, il n'a pas du tout porté là-dessus. Il a porté sur la régionalisation du Sénat. Bon, alors donc déjà, quand on change l'objet du référendum en cours de campagne, c'est que ça ne va pas. Le vote du non au référendum entraîne la démission du général de Gaulle et provoque des élections présidentielles anticipées. Pompidou gagne celle-ci en battant Alain Poher et devient le 19e président de la République française. Je suis persuadée que le mouvement d'émancipation des femmes qui prendra son ampleur après a de profondes racines dans mai 68. J'ai rencontré beaucoup de femmes et plusieurs entreprises où les femmes ont pris en main la conduite de leur lutte. Mai 68 est une explosion des consciences. C'est une révolte mondiale de la contestation de quasiment toutes les tendances et sous toutes ses formes. La jeunesse de tous les pays, et particulièrement en France, a exigé qu'on l'écoute et s'est donné les moyens de se faire écouter. Elle a fait partout trembler les sociétés bien pensantes et les gouvernements endormis. C'est une épreuve sans vainqueur. C'est-à-dire que le général de Gaulle a perdu, c'est-à-dire que la gauche a perdu puisqu'elle s'est fait écraser aux élections législatives, c'est-à-dire que les syndicats ont eu le sentiment de gagner, puisqu'ils ont obtenu beaucoup de choses sur le plan social, mais que ça a été dévoré dans les années qui suivaient par une poussée d'inflation terrible et de dévaluation, et donc qu'on a reperdu beaucoup de ce qui avait été arraché de façon d'ailleurs, à mes yeux, déraisonnable, que les universitaires dans cette époque ne se sont pas grandis, que les étudiants étaient très sympathiques et pittoresques, mais enfin vivaient dans un univers qui n'avait pas grand-chose à voir avec la réalité. La seule chose qui, à mes yeux, est gagnée, mais ce n'est pas une personne, c'est un concept, c'est qu'on s'est rendu compte à cette occasion que les Français avaient envie de plus de liberté dans tous les domaines. L'année 1968 est un raz-de-marée mondial de la contestation. Elle naît sur les campus des grandes universités américaines. En Allemagne, des manifestations de masse sont organisées à l'instigation d'un jeune leader étudiant, Rudi Dutschke. En Chine, le pays est en pleine révolution culturelle. En Italie, le mai rampant italien va durer plus de 2 ans. Au Vietnam, le 31 janvier 1968, Ho Chi Minh lance la grande offensive du Tet. C'est un échec militaire, mais l'impact politique et moral est énorme. Au Japon, les étudiants de la Zengakuren, bottés, gantés, casqués, déclenchent des affrontements extrêmement violents. À Mexico, le 2 octobre 1968, juste avant l'ouverture des Jeux Olympiques, c'est le drame. Les forces de police ouvrent le feu sur les étudiants qui manifestent. 325 personnes trouvent la mort et des milliers sont arrêtés. En Tchécoslovaquie, début 1968, Alexander Dubček forme un gouvernement porteur de tous les espoirs des jeunes, le Printemps de Prague. En Pologne, les étudiants affrontent en masse les forces de l'ordre, la répression est sévère.
Dans un pays prospère, la jeunesse française de 1968 rêve de liberté, d'un monde différent, plus égalitaire, affranchi des contraintes. La mode, la mini-jupe, la musique, les voyages, le LSD et une plus grande liberté sexuelle expriment tous ces désirs. La situation dans les universités françaises est difficile. Mai 68 commence par des demandes simples des étudiants de Nanterre. Mixité, liberté de circulation, liberté de réunion politique et liberté sexuelle. Le 22 mars 1968, un homme prend la tête du mouvement étudiant. Il s'appelle Daniel Cohn-Bendit, vite surnommé Dany le Rouge. Le 4 mai, à Paris, un mot d'ordre de grève générale étudiante est lancé. Le 6 mai, de violents affrontements ont lieu au quartier latin. Le 10 mai au soir, le quartier latin est encerclé par la police et une soixantaine de barricades sont érigées. Le 11 mai, à l'appel des syndicats de salariés, un préavis de grève générale est lancé. Le 14 mai, c'est le début de l'occupation des usines. Le 15 mai, les étudiants occupent le théâtre de l'Odéon. La grève gagne les transports aériens, la RATP, la SNCF et les PTT. Le 19 mai, De Gaulle prononce un discours qu'il conclut par cette formule restée célèbre. La réforme, oui. La chienlit, non. À partir du 20 mai, la grève se généralise dans tout le pays. Le 25 mai, à Paris, à l'instigation de Georges Pompidou, c'est le début des négociations rue de Grenelle avec les centrales syndicales et le patronat. De nombreux points sont acceptés et sont des victoires syndicales, mais l'accord reste cependant incomplet. Le 27 mai, les accords de Grenelle sont rejetés par la base, mais seront finalement appliqués. Le 30 mai, De Gaulle prononce un discours où il rassure l'opinion publique. Une gigantesque manifestation a lieu à Paris. L'opinion a basculé. De Gaulle a gagné. Le 31 mai, De Gaulle dissout l'Assemblée. Le travail reprend partout. Les élections suivantes seront un triomphe pour les partis de droite. Ich bin ein Berliner. Power that pervades everything. I have a dream. Power that pervades everything.